Bonjour à tous et bienvenue sur les Batty Talks. Je m'appelle Hayley Edmonds et j'anime toutes les discussions qui ont lieu sur cette scène, l'Agora 2. Depuis 3 jours, nous réfléchissons aux transitions que le secteur du bâtiment doit opérer pour répondre aux grands défis énergétiques et climatiques notamment. Cet après-midi, nous allons parler plus spécifiquement de la manière d'habiter la ville et des nouveaux usages. Depuis le Covid et le confinement, le désir des urbains de quitter les grandes agglomérations s'est accru. On a eu le sentiment que c'était la ville qui nous rendait malades. Dans cette session, nous allons nous pencher sur les conditions qui rendent la ville désirable ou, au contraire, détestable. Qu'est-ce qui favorise le vivre ensemble? Comment protéger la santé des habitants, la qualité de vie pour tous? Comment la ville peut-elle prendre soin de ses habitants? Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui s'est notamment récemment occupée de la curation de l'exposition Soutenir Ville, Architecture et Soins au pavillon de l'Arsenal. Cynthia Fleury. Oui, ça marche. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi, on va, échanger ensemble pendant. Enfin, je vais vous présenter des petites choses pendant et qui renvoient d'ailleurs assez sensiblement à soutenir l'exposition que nous avons faite avec Éric de Toisy et l'agence SCO au pavillon de l'Arsenal et qui effectivement montrait comment les liens architecture, soins et ville s'entrelaçaient historiquement et puis aujourd'hui pour définir quel type d'enjeux, d'objectifs. Je reviendrai sur des petits points. Je vais partager avec vous 3 fonctions de l'architecte qui me paraissent déterminantes. Et puis une deuxième partie sur le Verstollen, qui est une charte que nous avons coécrite avec Antoine Fenolio, designer, et qui est une charte à destination, entre guillemets, de tous ceux qui, à un moment donné, veulent prendre soin des milieux pour que ces milieux prennent soin de nous, donc soit qui réveillent l'architecte en eux, soit une charte qui est à destination directe des architectes, mais c'est une charte qui quand même est adressée aux policymakers, à tous ceux qui viennent définir les politiques publiques, aux designers, aux artistes, aux directeurs d'hôpitaux, aux directeurs d'écoles, etc. C'est-à-dire tous ceux qui, aujourd'hui, à un moment donné, veulent réinventer l'habiter, en tout cas dans sa version, encore une fois, collective. Hein. Je vous parlerai très peu, là, un petit peu quand même, des petits points sur l'habitat plus personnel, mais là, je vais essayer plutôt d'aller sur des habitats communs, des commons, et qui malgré tout, d'abord, disent quelque chose d'important de la société d'aujourd'hui, qu'elle veut se réapproprier des commons. Donc ça, c'est important que l'architecte et puis tous ceux qui sont dédiés à l'urbanisme s'intéressent à cette question des commons, ce qu'ils font d'ailleurs. Donc d'abord, les 3 grandes fonctions, selon moi, de l'architecte que je vois énormément du côté des sciences humaines et sociales. Alors, voyez-y un biais, hein, bien sûr. Je défends ma paroisse de la philosophie, mais en l'occurrence, voilà, j'ai pas une immense différence entre tous les penseurs des sciences humaines et sociales. C'est vrai que ça a un biais chez moi. À part, oui, on peut tout à fait différencier un anthropologue d'un architecte, d'un économiste de la santé, d'un philosophe, etc. Mais en même temps, pas tant que ça, dans la mesure où chacun utilise ses méthodos, chacun utilise son corpus de référence, mais en même temps, très souvent, ce sont des approches holistiques, ce sont des approches sciences-société, qui ont tout à gagner de s'allier ensemble. Et c'est pour ça que, par exemple, à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et chaire Humanité et Santé du Conservatoire, les philosophes travaillent avec les architectes sur, par exemple, la dimension spatiale du soin.
et comment les architectes, pas simplement dans les lieux de soins, bien évidemment, viennent agrémenter ces lieux pour que ces lieux soignent mieux, entre guillemets, et les personnels soignants et les patients, mais également toute autre forme, puisqu'on voit aujourd'hui que le soin, c'est une matrice plus globale pour repenser le lien à la société et notamment la définition de ce qu'est un architecte. Alors je dirais que moi, j'aime bien parler de 3 grandes fonctions, une fonction clinique, thérapeutique, une fonction politique et une fonction esthétique. La fonction clinique, thérapeutique de l'architecte, c'est une fonction diagnostique, je dirais. C'est une fonction diagnostique. Alors, bien évidemment, j'utilise cette vieille idée de l'architecte comme médecin de la ville. Donc, il y a eu tout un grand corpus là-dessus. Et qui vient justement interroger, comment dire, voilà, les fondamentaux, les paramètres d'un territoire. On disait tout à l'heure que les territoires rendent malades ou pas. Attendez, je suis désolée. Non, c'est bon, oui, pardon. Donc cette fonction diagnostique, clinique, je dirais comme notamment une fonction qu'on peut mettre du côté de l'enquête sociologique, et Dieu sait si de plus en plus d'architectes, voire quasiment maintenant très très souvent, travaillent avec les sciences humaines et sociales d'abord pour prendre en considération les récits des habitants, les récits des parties prenantes pour réfléchir sur un aménagement du territoire, etc. C'est-à-dire viennent constituer comme ça, littéralement, faire un travail d'enquête fort et qui paraît absolument nécessaire pour comprendre la singularité et d'un territoire et des attentes, etc. Et donc il y a une fonction diagnostique aussi sur toutes les vulnérabilités. Donc ça, c'est la fonction, je dirais, clinique. Et la fonction thérapeutique, c'est précisément qu'on va demander à l'architecte de produire, d'aider en tout cas, à produire des milieux phoriques. Donc phorique, c'est un néologisme entre guillemets qui vient du terme en grec ancien phorein, ça veut dire porter. C'est-à-dire que l'enjeu d'un architecte, ça va être quand même de constituer comme ça des milieux qui viennent restaurer une puissance d'agir, une puissance d'être, que sais-je, pour les individus, puisqu'on sait à quel point, et je ne vais pas refaire ici un cours philosophique sur qu'est-ce que c'est qu'habiter, mais on sait que habiter, c'est pas simplement se loger, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus existentiel que ça. Et donc, à ce moment-là, il faut constituer la densification de ces milieux, il faut travailler à ce qu'on appelle lutter contre la pathoplastie des milieux, c'est-à-dire comment ces milieux peuvent nous rendre malades, etc. Et voir comment, au contraire, l'architecte, avec d'autres, bien sûr, vient s'attarder sur la santé de ces milieux. Donc il a une fonction thérapeutique dans le sens où il va participer comme un autre, mais plus peut-être qu'un autre, à produire des milieux porteurs, phoriques, qui nous enveloppent, qui nous donnent le sentiment qu'on habite mieux ce monde, sachant que on n'habite jamais directement le monde, ça n'existe pas, il faut toujours la création entre nous et le monde, le réel, pour précisément qu'il soit habitable. Et donc dans ces médiateurs de la constitution comme ça des milieux qui vont pouvoir être tout simplement des milieux à la fois écosystémiques et entre guillemets, enfin en tout cas naturels, mais aussi humanistes, parce qu'ils sont capables d'accueillir l'humain et de faire la jonction entre les deux, le personnage de l'architecte, bien sûr, il est clé. Donc une fonction clinique de diagnostic, vraiment avec un diagnostic très spécifique, très aigu, prenant en compte les vulnérabilités, etc., ou les spécificités ou les singularités, puis une fonction thérapeutique sur le fait de dire, tiens, moi je participe à l'élaboration d'un milieu qui va emmener ses habitants vers un meilleur, vers une restauration psychique ou tout simplement, en bon français, de l'empowerment, etc., etc. Donc, ces deux fonctions. Les deux autres fonctions, pardon, il y en a 4. Les deux autres fonctions, fonction politique et fonction esthétique. Fonction esthétique, c'est la plus simple, mais malgré tout, elle est absolument déterminante. Et c'est vrai que
pour le coup, moi j'ai aussi une définition de l'esthétique qui renvoie à un autre auteur, philosophe, qui s'appelle Paul Audy et qui a beaucoup travaillé sur l'esthétique, avec un petit jeu de mots sur le fait qu'une esthétique au sens kantien du terme, c'est une sensibilité, c'est une manière d'être au monde, donc c'est nécessairement un ethos, c'est un geste, donc c'est une éthique. Donc éthique, esthétique, on n'est pas du tout dans une esthétique au sens de la science de l'apparence, le façadisme, entre guillemets, quelque chose qui est purement, comment dire, extérieur, mais au contraire, quelque chose qui vient transformer notre manière d'être au monde, encore une fois, et notre sensibilité. Donc, l'architecte, il est déterminant, il est celui qui va transformer les paysages, qui va transformer les horizons, qui va... Voilà, encore une fois, il ne le fait pas seul, mais c'est quand même un des grands acteurs de cela. Donc, fondamentalement, il y a un réenchantement esthétique qui est dû principalement aussi grâce aux architectes. Et puis la fonction politique, qui est une fonction, alors là, plus collective, mais on sait que, alors ça, il y a plein de manières, mais si on prend par exemple le fait de bâtir des communs, un architecte qui est dédié au fait de venir bâtir ou réorganiser ou réaménager des communs. Bon, la fonction politique, elle est évidente dans le sens où on va venir, reproposer tout simplement des espaces pour la vie collective, la solidarité, la citoyenneté, par exemple. Il y a une fonction politique malgré tout parce que dans la fonction clinique, du juste diagnostic sur les vulnérabilités, les invisibilités, tous ceux qui sont mal logés, etc. Bon, il y a une fonction politique éminemment, une fonction presque de participation à la justice, tout simplement, à la juste répartition aussi de ce qu'on peut appeler un fardeau, puisqu'on sait que très souvent, quand on arrive quelque part, qu'on prend soin d'un endroit, on a tendance un peu à délaisser l'endroit connexe et c'est toute la difficulté aujourd'hui je dirais d'habiter de manière un peu réciproque les territoires, les bâtis, etc. pour que ça ne vienne pas, on ne vienne pas simplement déporter sur autrui le fardeau et le coût ou les externalités négatives de ce qu'on n'a pas voulu mettre à un endroit, celui qui précisément dont on est responsable, etc. Donc on voit que de toute façon, il y a une extensivité comme ça du champ d'impact et du champ d'implication de l'architecte, parce que c'est pas simplement l'endroit, c'est l'endroit en interaction avec ce qu'il fait aux autres endroits. Et donc, il ne peut pas produire de la toxicité sur d'autres endroits, il ne peut pas non plus les dévitaliser, etc., etc. Donc, il y a tout un jeu aujourd'hui de reterritorialisation qui est, je trouve, vraiment très intéressant. Voilà, donc quatre grandes fonctions, politique, esthétique, clinique et thérapeutique. L'autre point que je voulais partager avec vous, c'était justement par rapport à la question qui nous a été posée en entrée sur le care, sur le prendre soin. Est-ce que c'est une matrice aujourd'hui pour repenser l'architecture? Est-ce qu'il y a une architecture du care? Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux d'une jeune doctorante à la chaire de philosophie GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences qui s'appelle Marie Tesson. Vous pouvez taper, qui a déjà pas mal fait de prises de parole, d'articles, et dont le sujet de thèse est précisément celui-là. Est-ce que ça existe, l'architecture du care? Donc, je partage avec vous ces références-là, et qui d'ailleurs a œuvré grandement aussi dans l'exposition Soutenir. Donc là, oui, il est très clair que le care, la notion du care aujourd'hui, ça nous permet de redéfinir des rôles possibles pour l'architecte. Je ne vais pas refaire ici une historiographie de l'architecture mécaniste où on va dire longtemps, et même encore aujourd'hui, ce qu'on appellerait le présupposé ou le préjugé validiste qui se joue derrière la conception de l'architecte, c'est-à-dire comment l'architecte souvent a des conceptions validistes d'un certain type de corps, il y a un certain type de normativité qui fait que bien évidemment il va produire un certain type d'espace, etc. Le care, c'est le coup de pied dans tout ça, c'est-à-dire que non, c'est pas le préjugé validiste qui va
être derrière toute conception architecturale. C'est une conception du vulnérable. C'est une conception peut-être, là aussi, de la maintenance et pas nécessairement de la construction. Donc ça aussi, ça change, de la réhabilitation et pas simplement de la construction. C'est un lien avec le vivant, alors que pendant longtemps, ce n'était pas nécessairement une question. Donc on voit quand même que tous ces points, le lien avec le vivant, la question de la maintenance, la question du handicap, de la vulnérabilité, la question demain des déplacés, c'est-à-dire quand même fondamentalement d'une grande refonte de la question de la sédentarité, etc. Parce que ça va être un risque systémique pour beaucoup d'entre nous d'être déplacés. Comment on habite quand on est déplacé? Parce qu'il faut bien qu'on habite quand même, donc c'est des formes qui bougent beaucoup plus. Donc on voit que voilà, l'architecte, il est demain à des rendez-vous de failles systémiques forts. Réchauffement climatique, déplacement de personnes, méga-feux, etc. Vaccinodrome, où tout d'un coup, il faut séparer les gens, mais il faut vivre. Il faut préserver les sociabilités. Donc on ne peut pas non plus tous terminer sous des bulles, puisque c'est mortifère. Donc comment à la fois demain on préserve les plus vulnérables et en même temps comment, bien évidemment, on maintient des lieux habitables. Donc ça, c'est passionnant, mais c'est vrai que c'est... Voilà, et donc on est... Et on sait qu'il y a eu ce grand passage, je prends simplement sur la question des hôpitaux et de l'historiographie des hôpitaux, d'une architecture mécaniste, techniciste, entre guillemets positiviste, au sens de tiens, il fallait presque voir la technicité de la science, et puis avec les fameuses machines à guérir que sont les hôpitaux, etc., jusqu'à aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'architecture placebo, c'est-à-dire des formes qui sont beaucoup plus, entre guillemets, phoriques, enveloppante et qui joue aussi avec, c'est tous les travaux de Patrick Bouchain notamment sur la dénormalisation, c'est-à-dire comment on va utiliser la charge de preuve de l'usage pour démontrer qu'un endroit est habitable. Et donc ça aussi, c'est des enjeux considérables. Demain, comment on travaille de façon plus participative avec les habitants pour produire les habitats. Donc voilà, donc ça c'est nécessairement, on a une refonte possible, en tout cas que l'on peut proposer avec la question du Caire et qui me paraît déterminante puisque aujourd'hui, comme tous les grands enjeux, la question anthropocénique, elle concerne tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'habiter en contexte anthropocénique? C'est une question qui est déterminante. L'architecte, il est au cœur de cela, l'urbaniste, etc. Dernier point, avant le moment d'échanger ensemble au travers de questions, vous dire donc quelque chose du Verstollen, donc de cette charte qu'on a voulu très ouverte. 10 points entre guillemets, non négociable pour habiter le monde. Voilà, quelque chose d'humble et de totalement, facile. Mais vous allez voir comme c'est facile et en même temps, c'est terrible de dire on s'est dit avec à la fois mon co-auteur Antoine Fenolio, mais aussi en fait avec tous ceux qui avaient participé, parce que c'est lié à 5 ans de séminaire de recherche au Conservatoire des Arts et Métiers, d'un séminaire qui s'appelle Design with Care, et que vous pouvez également trouver en ligne si ça vous intéresse. Hein. Les séances ont été filmées, donc avec quantité de... Voilà, je vous renvoie aussi à un très beau séminaire qui est dirigé par Éric de Thoisy, donc architecte, docteur en architecture aussi, et qui dirige un très beau séminaire sur cette dimension spatiale du soin à l'Adamant. L'Adamant qui est un hôpital que vous connaissez peut-être dans le 12e arrondissement, mais qui est un bateau et qui est donc un hôpital qui par lui-même, on va dire, repense une forme de l'hôpital en l'inversant totalement, parce que c'est pas du tout le bateau de la nef des fous et qui est le truc dont on ne veut pas, mais c'est au contraire le bateau sur lequel on vient scinder des destins communs, etc. C'est un très joli
bâtiment, donc, et qui est, comment dire, un service de psychiatrie de jour. Donc là aussi, il y a un séminaire qui est dédié à cette question. Donc Verstollen, en allemand, ça veut dire furtif, furtivement. Voilà. Donc là, la question, c'était tout simplement de conjuguer deux types de furtivité. La première furtivité, c'est comment on ne pèse pas plus que nécessaire sur les ressources naturelles, énergétiques, que sais-je. Et l'architecte, c'est un de ses premiers jobs aujourd'hui, c'est de penser les externalités négatives de son geste. Donc nécessairement, on est furtif dans le sens de sobre. Voilà. Et puis, deuxième temps, furtif dans le sens de protecteur des libertés individuelles et publiques, c'est-à-dire que voilà, on sort du radar, comme dirait Alain Damasio, pour lui reprendre son terme de furtif, auteur de science-fiction bien connu. Et donc voilà, donc l'idée c'était de produire 10 points à protéger pour mieux habiter le monde. Et dans ces points, j'en livre que certains parce que le temps est terminé dans 1 minute. Le soin aux morts, qui était déterminant pour nous, et d'autant plus après l'expérience vécue par plusieurs d'entre nous lors du Covid sur la question de simplement des deuils empêchés, et de dire mais comment au contraire on peut, vous connaissez ce livre de Philippe Ariès, très joli livre sur la mort, et qui explique comment la modernité a ensauvagé la mort, et donc comment il est important selon nous plutôt de recréer un lien très particulier avec des espaces dédiés aux rituels possibles liés aux soins aux morts, que ce n'est pas simplement le soin aux vivants habité, c'est le soin aux morts. Donc ça, c'est une des positions du Verstollen, mais aussi préserver une vue, préserver un accès à l'horizon, où qu'on soit. Alors ça paraît totalement évident, ça paraît évident pour une maison, c'est peut-être moins évident pour une prison. C'est peut-être moins évident pour un hôpital. C'était ça hein, l'enjeu, c'est-à-dire de remettre des grandes évidences pour dire, ben non, quand un directeur d'hôpital s'interroge, en plus on a un état de l'art considérable sur le fait que le rétablissement, le recovery, ça marche beaucoup mieux quand le patient peut avoir accès à un horizon, qu'il peut voir, quel que soit le paysage. Donc, c'était préserver une vue, qui était un point essentiel. C'était la question du silence, comment les architectes demain luttent contre ce fardeau sonore, comment ils font que la grande denrée collective et individuelle qui s'appelle le silence et qui est absolument détruite, au contraire, est préservée, donc quel type d'espace, etc., etc. Enfin, voilà, donc différents points, et j'en ai fini. Comme ça, je fais un petit teasing pour que vous alliez découvrir seuls les autres points du Verstollen. Voilà, je vous remercie. Alors, du coup, on a un peu de temps pour vos questions. Si vous avez des questions, vous aimeriez poser vos questions à Madame Fleury sur sa présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah. Sinon, vous savez que notre animatrice va de fait... Voilà, non, en fait, je vais rebondir ce que vous avez parlé de architecture care et le care. Mais on a quand même traversé une période très difficile, l'épidémie du Covid-19, confinement, pollution et forte chaleur. Le système urbain favorise-t-il les maladies mentales et physiques? Alors, on sait aujourd'hui que, 60% des causes des maladies infectieuses, c'est effectivement des zoonoses. Donc, de toute façon, on est dans un monde où l'urbanisation, telle que nous l'avons développée au XXe et au XXIe siècle, a totalement chamboulé, déstabilisé les écosystèmes en mettant, en rendant extraordinairement trop poreux les frontières entre les habitats naturels et les habitats urbains, les habitats humains. Et donc, oui, la circulation des pathogènes est bien évidemment activée. Et voilà, donc ça, de fait, nos territoires sont beaucoup plus vulnérables encore une fois, à des zoonoses, à des risques d'infection, etc. Après, il y a d'autres
il y a d'autres, comment dire, il y a la vie qui est la nôtre. On ne va pas faire, mais tout le monde le sait, je veux dire, la vitesse de la modernité, pour le dire comme ça, dans un terme un peu comme Virilio aurait pu le poser, ou comme Hartmut Rosa pourrait le poser, c'est-à-dire l'accélération de nos vies, le fait de briser comme ça les temporalités en faisant qu'essentiellement le temps technique dicte notre système, bah, tout ça fait aussi que ça nous rend assez malades. Je veux dire par là que c'est pas du tout évident. Je dis ça parce que un architecte, il gère des espaces, mais fondamentalement, un espace, c'est toujours un espace-temps. Donc, malgré tout, là aussi, comment on fait demain pour préserver des habitats qui permettent soit un retrait, soit une décélération, soit quelque chose qui fait que tout d'un coup, voilà, on n'est plus à même de vivre cette pression dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je veux dire par là qu'il n'y a pas que la question de la relation aux vivants ou de la relation, comment dire, aux facteurs environnementaux pour dire si un territoire devient malade. Il y a quantité d'événements culturels, pour le dire comme ça, il y a quantité de valeurs culturelles qui font que, bah, aujourd'hui, vous avez énormément de burn-out, d'érosion. Vous avez un très joli livre de Vigarello sur l'extension du domaine de la fatigue. Je ne sais plus comment il s'appelle, le livre, la fatigue, je ne sais plus. Enfin bref, vous trouverez, il y a fatigue dedans, dans le titre, et qui montre voilà, très très bien qu'on est dans des mondes où les corps sont érodés. Pourquoi? Parce qu'il y a un préjugé validiste, parce qu'il y a un préjugé hyper normatif qui considère qu'un corps, ça doit produire, alors que non. Un corps, ça doit s'épanouir d'abord, avec des moments dédiés à la production, à la fécondité de quelque chose, à l'activité, puis bien évidemment à des moments dédiés à du repos, de la contemplation, que sais-je. La résilience est un phénomène psychologique, mais pourquoi c'est pertinent d'appliquer cette notion à la ville? Alors la résilience, alors d'abord, il y a toujours des termes, vous l'avez tous remarqué, qui scandent comme ça, parce que voilà, c'est une manière aussi de créer un peu de commun. C'est une manière à la fois de désubstantialiser le langage, c'est-à-dire qu'on va utiliser résilience pour tout. Donc il y a un côté un peu voiture-balai du système ou comment dire, fourre-tout. Et c'est pas bon, voilà, c'est victime de son succès et en même temps, c'est pas que de la désubstantialisation, c'est pas que entre guillemets de la novlangue, etc. C'est un petit peu quand même ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi du commun. C'est aussi du commun parce que tout d'un coup, quand on raconte comme ça et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'holistique. On est dans, malgré tout, les vécus d'effondrement. On sait qu'il y a du traumatisme, etc. Donc la notion de résilience, elle reste quand même pertinente parce que et elle reste pertinente pour quantité de disciplines, parce qu'encore une fois, les défis qui sont les nôtres, anthropocéniques, les différentes vulnérabilités comme ça systémiques, ils sont communs, ils sont partagés par l'ensemble des territoires sur cette terre. Donc la notion de résilience, c'est vrai qu'elle fonctionne assez bien. Elle est arrivée dans les années... alors, elle est vieille, hein, la notion de résilience, mais en architecture, je crois qu'une des premières chartes qui a utilisé la notion d'espace résilient, d'urbanité résiliente, etc., c'est la charte d'Alborg dans les années 90. Donc, et qui est venue justement expliquer comment demain les villes devaient de nouveau faire lien avec le vivant, se reconnecter à la nature, etc., et produire des espaces qui nous permettent de traverser tout simplement les épreuves de la vie. Que ces épreuves soient de l'ordre du réchauffement climatique ou de la Covid, etc. Mais à ce moment-là, résilience, ça veut dire quoi en traduction architecturale? Ça veut dire peut-être, c'est justement la question, ça veut peut-être dire modulaire, ça veut peut-être dire vernaculaire, ça veut peut-être dire, voilà, ça c'est à chaque situation de voir de quoi la résilience est-elle le nom pour une discipline architecturale. Et ça va varier.
dans ce cas-là, faut-il que les futurs ingénieurs et architectes soient sensibilisés à la philosophie? Ah oui, alors là, vous prêchez une convaincue. Donc oui, je pense. Je pense que c'est très, très important. Nous, on a fait un DU, oula, mon Dieu, non, un DIU, c'est barbare, donc un diplôme interuniversitaire qui s'appelle philosophie, design, éthique, etc. Et bien évidemment, qui met aussi dedans les architectes. Et très clairement, malgré tout, c'est de plus en plus commun. Je veux dire par là que on voit, c'est ce que je disais au début, on voit tous les apports, les co-apports qu'on peut avoir entre nous, entre les sciences humaines et sociales, et puis, comment dire, l'architecture qui a tout à gagner de disciplines un peu méta, holistiques, qui manie aussi différentes échelles, le temps long, le temps court, parce que c'est aussi ça la philosophie, donc ça permet de s'extraire aussi des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt d'un instant T, donc pour envisager des questions peut-être plus existentielles, mais en même temps, la philosophie, c'est pas que la philosophie morale ou la philosophie métaphysique, c'est aussi la philosophie politique. Donc ça nous permet d'avoir une sociologie comme ça, plus fine des territoires. Donc oui, la réponse est oui. Ok, bon, merci. C'était la dernière question de cette session. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.